Donc, nous pouvons procéder à l'élection du président. Et maintenant, je vais vous donner lecture des articles. Oui, est-ce que c'est maintenant que les gens peuvent prendre la parole ou après? Une question. Pardon? Merci bien. Oui, donc Xavier Castel, vers Julie Vallée. On a beaucoup de nouveaux aujourd'hui, puis c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous et puis pour tout le monde, ça va être le premier mandat plein de cette communauté d'agglomération. J'aurais aimé, mais peut-être que chaque candidat à la présidence l'a déjà prévu, j'imagine. Est-ce que l'on pourra avoir de la part des candidats à la présidence leur vision sur le mode de fonctionnement des différents comités, bureaux et donc échelons de décision, le rôle de chaque vice-président avant de les élire, et les commissions envisagées, et donc évidemment le projet pour l'ensemble du territoire. À mon sens, la première partie de la question est une... Vous m'entendez? Oui, pardon. J'ai l'impression que vous avez disparu. Nous avons vécu l'année dernière, à peu près à la même époque, sous l'ancienne mandature, une crise de confiance du fait d'une prise de décision avec très peu de concertation des vice-présidents en prise directe avec le sujet de la vente de l'écoparc. Elle s'est faite donc par voie d'acte administratif, alors que les débats portaient sur un acte notarié avec un paiement comptant. Au-delà du sujet qui a été ensuite largement débattu et pour lequel nous avons tous trouvé un accord, je souhaiterais connaître les procédures mises en place. Je n'ai pas entendu la fin de votre... C'est revenu. Désolé. C'est bon, c'est revenu. Donc voilà, au-delà du sujet qu'on a dit largement débattu, pour lequel on a trouvé un accord, et c'est très bien, j'aurais aimé connaître les procédures qui ont été mises en place afin d'éviter une nouvelle crise de confiance au sein de notre communauté d'agglomération et qu'on puisse avancer tous ensemble de concert. Merci. Bien, en tant que président de, je dirais, de la séance jusqu'au vote, je ne peux, si votre question est très pertinente, je ne peux pas, moi personnellement, y répondre. Je crois qu'elle va plutôt se poser à chaque candidat à la présidence. D'accord? Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avant que je ne repasse pour l'élection, à la lecture pour l'élection du président? Non? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va procéder à l'élection du président. Je vous donne lecture des articles L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L5211-1 du même code. Le président est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour du scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il est possible de présenter une candidature à chaque tour de scrutin. Est-ce que vous avez des questions? Chaque candidat disposera, s'il le souhaite, de quelques minutes pour présenter sa candidature. Y a-t-il des candidats? David Nicolas, Yann Honorine, Monsieur Lett. Donc il y a 3 candidats, et pas d'autres candidats. Bien, merci. Donc, je pense que chaque candidat va se présenter. Si
Si je lis bien le document. Vous êtes là pour le travail? Ou chacun se présente là où il est? Bien, Monsieur le Président, merci. Je me permets de venir à la tribune de façon à pouvoir voir le plus grand nombre des conseillers communautaires de l'Assemblée. Donc merci de me laisser la parole de façon à ce que je puisse vous exprimer les raisons de cette candidature. Donc, chers collègues, comme vous le savez, aujourd'hui est un jour particulièrement important dans la vie politique et démocratique de Sud-Manche, tout simplement. Puisque nous installons pour un mandat plein de 6 ans notre établissement public de coopération intercommunale. Un établissement public de coopération intercommunale que nous avons fait le choix de baptiser il y a maintenant 4 ans, Mont-Saint-Michel, Normandie. Et comme vous le savez, ou comme vous en doutez, je m'adresse à ceux qui nous rejoignent, la vie intercommunale est identique à la vie communale. C'est une aventure collective qui est animée par des hommes et par des femmes qui s'engagent sans compter pour leur collectivité. Et la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie est issue d'une volonté partagée de s'unir. J'insisterai beaucoup sur cette notion d'unité pour exister, être enfin visible à l'échelle régionale et interrégionale. Et aujourd'hui, cette union est une réalité forte. Nous avons mis 3 ans pour la réaliser. Et cette union qui nous offre cette visibilité à l'échelle régionale est aussi un moyen de porter des politiques coopératives, mais aussi de réaliser une péréquation entre les communes les plus riches et les moins riches, et surtout de façon à porter des compétences qui sont aujourd'hui de plein droit celles de notre PCI. Et avec ces 3 années d'existence, nous considérons, et quand j'utiliserai le nous, c'est le nous des anciens élus communautaires, nous considérons que nous avons atteint notre objectif en consolidant notre territoire et en le faisant rayonner à l'échelle régionale, comme je le disais, mais aussi avec des réalisations intéressantes, puisque nous avons poursuivi une politique de désendettement avec 2 millions d'euros qui ont ainsi pu être résorbés, avec une épargne nette en augmentation de 2 millions également, et surtout avec une politique d'investissement assez ambitieuse qui s'élève à 25 millions d'euros, dont de nombreux projets structurants. Ainsi, nous avons investi dans de nombreux domaines qui nous sont chers à chacun d'entre vous, comme la qualité de vie en portant des équipements sportifs et culturels, en renforçant nos MSAP qui sont devenus aujourd'hui des maisons France Service. Nous avons aussi travaillé sur les questions de santé en déployant une véritable stratégie à l'échelle de notre PCI, mais aussi de l'ensemble du Sud-Manche et du groupement hospitalier de territoire, en finissant avec parfois les guerres intestines entre communes. L'économie a été également un point important avec l'accompagnement de nombreux projets privés, et plus récemment avec la reprise en régie de l'abattoir public, qui était attendue par beaucoup d'éleveurs et de professionnels. Et puis, bien évidemment, nous avons la chance d'avoir le Mont-Saint-Michel, et puis la création de cette épique nationale, qui permettra de valoriser un réseau touristique, notamment à travers ces stations vertes particulièrement dynamiques. Autre chapitre important, c'est le respect de l'environnement, de nos éléments environnementaux, avec une politique volontariste en matière de gestion des déchets. Et je rends hommage au travail qui a été accompli par Pédi Cochat, qui est dans cette salle, mais aussi politique ambitieuse autour de l'eau. Et puis une démarche volontariste également en matière d'urbanisme, de logement et plus généralement d'attractivité territoriale. Car en effet, aujourd'hui, Mont-Saint-Michel-Normandie est attractif. Nous devons en avoir conscience et cesser parfois de tenir des discours un peu pessimistes qui sont particulièrement préjudiciables. Cela dit, en 3 ans, le constat est là, nous avons encore beaucoup d'efforts à faire et beaucoup de points méritent d'être améliorés. Et je remercie Xavier Tasset d'avoir levé un point important sur la question de la gouvernance et je me ferai fort de lui répondre. Donc aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'assurer la continuité et la stabilité de ce que nous avons construit en 3 années. Il s'agit aussi de renforcer cette coopération au service de toutes les communes,
puisque je le répète, un EPCI est bien un établissement public de coopération intercommunale. Et ce projet devra en effet conforter la place de nos 95 communes, et notamment par un levier fort qu'est la mutualisation. Mutualisation des services afin de définir la meilleure échelle pour la meilleure gestion des compétences. Et c'est ainsi que nous renforcerons la proximité en nous appuyant sur des pôles territoriaux dont certains pourront être redéfinis dans leur contour si les communes le souhaitent. Là encore, ce sera bien aux communes de se positionner. Et ce sera seulement à cette condition. Il y a aussi un sujet qui, pour moi, est fondamental, c'est la place des femmes dans notre gouvernance. Aujourd'hui, il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Les femmes montent en puissance, à juste titre, parce qu'elles ont une vision de la politique qui est sans doute différente de celle des hommes, et elles apportent énormément dans ces assemblées. Et je veillerai, si je suis élu président, à ce que cette place des femmes soit bien respectée. Pour mémoire, notre assemblée est composée de 129 membres. Il y a donc 37 femmes, 92 hommes, et donc je souhaite qu'au minima 5 femmes puissent rentrer dans le bureau communautaire. Je rappelle aussi que cette installation se déroule dans un contexte national et international très incertain, très particulier, nous le savons tous, et je suis convaincu qu'en période de crise économique et sociale, nous devons travailler tous ensemble, au-delà de tous les clivages dont il ne sort jamais rien de bon. Et je suis également convaincu qu'en période trouble, et surtout après ces 3 années écoulées, nous avons beaucoup appris nos différences, et nous avons conclu que celles-ci étaient finalement de nature à nous enrichir. Car en effet, ensemble, nous sommes tous bien plus forts. Et c'est pour cette raison que nous comptons faire évoluer avec vous la gouvernance. Cette gouvernance que nous avons expérimentée au cours des 3 années, nous voulons la faire évoluer en permettant plus largement aux élus communaux, aux conseils municipaux d'intégrer les différentes instances consultatives, bien évidemment. Je pense notamment aux commissions. Ce sera une volonté forte de la part du bureau que je présiderai si vous faites le choix de ma candidature. C'est donc avec vous, élus communautaires, mais aussi avec vos conseils municipaux, que nous allons continuer à peaufiner, à élaborer nos projets de gouvernance collective, et qui constituera, mois après mois, notamment grâce à des séminaires qui seront ouverts à tous les élus, encore une fois, communautaires et municipaux, permettant à chacun de comprendre les enjeux de cette gouvernance. Enfin, pour conclure, ce que je souhaite dire, c'est que ma candidature n'est pas celle d'un homme isolé. J'ai été accompagné et porté par les collègues du bureau et du comité d'orientation qui souhaitaient que nous puissions prolonger dans la sérénité l'immense travail qui a été accompli par vous tous, mais aussi par les services communautaires. Pour mémoire, il y a 2 semaines, tous les vice-présidents sortants ont été consultés afin de pouvoir repartir collectivement et surtout pour assurer cette indispensable continuité. Avec David Juquin, avec Jessie Orvin, Franck Enouf, Vincent Bichon, Hervé de Serroir et d'autres encore, tous ces collègues que vous connaissez, que vous avez côtoyés au cours des 3 années échues, et qui sont bien représentatifs de nos territoires, de nos bassins de vie historiques. Je souhaite que la nouvelle équipe de notre communauté d'agglomération soit composée d'élus anciens, nouveaux, engagés, et surtout, j'insiste vraiment sur ce point, disponibles. Car l'engagement communautaire ne peut pas être pris à la légère. Il ne doit pas être pris à la légère. Bien évidemment, notre équipe sortante est largement ouverte à toute candidature, motivée par l'envie de s'investir dans l'intérêt général de notre espace communautaire. Et pour ce faire, la gouvernance que nous souhaitons installer permettra à chaque maire d'être associé au choix de gouvernance, au travers de réunions et de séminaires annuels des maires, par l'animation des pôles territoriaux et par des rencontres territoriales que je souhaite dynamiques et co-construites par les maires concernés. Et je souhaite aussi que la gouvernance intègre les élus communautaires et municipaux par une présence maximale, notamment souhaitée au sein des commissions et groupes de travail. Donc il y aura un gros travail à faire aussi dans le redécoupage des commissions, dans la redéfinition de ces commissions, de façon à éviter que trop peu de personnes y participent. Et bien évidemment, c'est dès la rentrée de septembre que nous travaillerons à ce redimensionnement. Enfin, je souhaite placer la réactivité et la relation avec toutes les communes au cœur de notre projet. Et comme nous l'avons fait au cours des 3 années échues, il y aura une présence hebdomadaire, ici et là sur le territoire, à l'occasion de visites dans les communes, dans les équipements communautaires, mais aussi dans les entreprises
comme nous avons pu le faire au cours des 3 années précédentes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de votre soutien. Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, moi aussi je viens à la tribune être en face de vous tous et que vous puissiez à la fois me voir et m'entendre. Notre communauté d'agglomération a maintenant 3 ans d'existence. Je fais partie du bureau en tant que 2e vice-présidente et je suis donc à même de témoigner sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. 3 ans, c'est court et c'est long en même temps. Ces dernières semaines, j'ai consulté beaucoup d'entre vous et j'aurais aimé avoir le temps de vous consulter tous. Et j'ai remonté à David Nicolas vos attentes, que j'ai faites miennes, en lui demandant des engagements clairs et fermes. Je n'ai pas eu les retours concrets attendus, et c'est la raison essentielle qui me conduit à me présenter aujourd'hui, avec pour seul objectif de répondre à vos attentes. Ma candidature se veut une candidature de rassemblement, de concertation, de proximité et d'efficacité. Aucune ambition personnelle, si ce n'est celle pour notre territoire. Sachez que si vous me choisissez, je renoncerai à ma vice-présidence au conseil départemental, mandat dans lequel je m'épanouis pleinement actuellement, pour me mettre entièrement au service de la collectivité. Je veux porter avec vous les nombreux atouts de notre territoire. Il y a 3 ans, j'étais ici, face à l'Assemblée de l'époque, et je plaidais avec force pour que chaque commune trouve sa place dans ce grand ensemble. Force est de constater que nous sommes loin du compte. Ce qui nous manque, c'est une gouvernance rééquilibrée. Un équilibre géographique, un équilibre homme-femme et un équilibre entre les grandes communes et les communes plus petites dans la répartition des vice-présidences. Certes, la loi ne nous autorise pas à l'imposer, mais j'en appelle à votre bon sens et à votre esprit démocratique. Sans ces équilibres, pas de stabilité possible, pas de sentiment d'appartenance, mais un sentiment de frustration générale et de prédominance des communes urbaines sur les communes rurales. Mesdames, je vous engage à candidater. Le Premier ministre, dans sa première allocution télévisée, a rappelé que la parité était une évidence partout. Partout, mais pas encore chez nous. Pourtant, la communauté de communes de Granville-Terre-et-Mer a réussi à l'instaurer en 2014 et l'a même renouvelée mercredi dernier. Mesdames et messieurs les élus des communes plus modestes, je vous encourage à candidater. Vous représentez la moitié de la population de notre territoire. Comment imaginer que celle-ci reste sous-représentée? Ce qui nous manque, c'est une vision pour notre territoire. David Nicolas nous l'a dit et l'a écrit. Il considère que le président est un animateur dans le cadre d'une coopération. Pour moi, le président est un capitaine de bateau qui doit fixer un cap et nous y conduire tous. Bref, c'est tout sauf un animateur qui décide en comité restreint, mais c'est un bâtisseur, c'est un visionnaire qui fixe le cap, qui connaît tous ses dossiers, qui se déplace en personne dans toutes les communes dont il a la responsabilité. Ce qui nous manque, ce sont les perspectives de développement économique, une vision globale, ambitieuse de l'attractivité de notre communauté. Nous n'avons plus de vice-président à l'économie depuis la tragique disparition de Bernard Treilh, qui lui avait ce sens visionnaire.
À la place, un comité restreint à l'économie qui gère mais qui n'insuffle pas. Et donc des agents perdus, car sans leader et avec plusieurs interlocuteurs. Je vous rappelle quand même que l'économie est une des premières compétences fondatrices des intercommunalités. Un conseil de développement qui tourne à vide et une commission économie qui ne se réunit même plus. Nous avons un besoin urgent d'une vision stratégique globale de développement du territoire. Nous avons de nombreux atouts. Un territoire naturellement attractif, une main-d'œuvre reconnue, avec un savoir-faire et une bonne productivité. Le potentiel est là, il nous appartient de le révéler. Au-delà des difficultés passées et à venir, des gros dossiers de l'écoparc de Tirpied et de l'abattoir de Saint-Hilaire, dont nous ne maîtrisons pas encore toutes les conséquences. Quelle vision sur le devenir de la vallée de la Céline? Quelle vision sur les pics de la baie du Mont-Saint-Michel au cœur de notre territoire? Notre développement doit se voir comme global et ambitieux, bien au-delà de la gestion des zones d'activité. Cela passe aussi par le développement de la ruralité, la fracture numérique, la couverture téléphonique, la politique de développement de la fibre, la revitalisation des centres-bourgs. Les nouvelles pratiques de télétravail sont à prendre en compte. L'enjeu de demain, c'est comment accueillir ces nouveaux entrepreneurs. C'est le rôle de notre collectivité de créer des conditions d'accueil attractives. Enfin, ce qui nous manque, c'est de remettre de l'humain dans nos relations et de restaurer un climat de confiance. D'abord de l'humain dans la gestion des ressources humaines. Dans l'expression ressources humaines, il y a le mot humaine. Le relationnel nécessaire à tout bon fonctionnement semble avoir un peu disparu derrière les restructurations et les nouvelles embauches. Si certains services sont maintenant en cours de stabilisation, d'autres sont encore en recherche de repères et avec un réel mal-être, voire une souffrance pour certains agents. Il nous faut conforter les uns dans leurs fonctions, éclaircir les missions et le positionnement des autres. Sans l'humain, rien de possible, et j'insiste sur l'énorme chantier qui reste devant nous dans ce domaine. Il faut remettre de l'humain aussi dans le fonctionnement des pôles territoriaux. Aujourd'hui, les pôles sont le réceptacle des actions communautaires. Ils se doivent d'être un lieu d'échange entre les élus des communes, dans un flux transversal, mais aussi avec les informations remontant du territoire vers les instances communautaires et non pas seulement descendantes comme c'est le cas aujourd'hui. Notre priorité doit être de favoriser les lieux d'expression pour les communes qui se sentent frustrées. Les vice-présidents doivent se déplacer en territoire, être des élus de terrain, aller à la rencontre des maires et des élus communaux, connaître leurs besoins, recréer le dialogue et le lien de proximité. Nous devons organiser la conférence des maires, qui est inexistante ou quasi inexistante aujourd'hui. Bref, si vous me faites confiance, mes 3 premières actions seront 1. Le recrutement d'un DGS expérimenté. Nous n'avons plus de directeur général des services depuis 1 an. Avec la taille et les enjeux de notre collectivité, cela semble incroyable. Certes, nous avons une DGA qui assure l'intérim et le fait de manière tout à fait professionnelle. Mais tout humain a ses limites et la corde est très tendue. Deuxièmement, revoir le fonctionnement des pôles territoriaux comme des lieux privilégiés d'expression des maires et en envoyant les élus de ces pôles et les directeurs sur le terrain à la rencontre de vous tous. Et troisièmement, initier une politique économique et d'attractivité avec une vraie stratégie de développement du territoire dans toute sa diversité. Et j'ajouterai que ces 3 mesures seront menées de front et qu'elles seront toutes prioritaires. Vous l'avez compris, ce que je vous propose, c'est de consolider et d'améliorer l'existant quand cela fonctionne et de redonner du sens et de la dynamique là où nous sommes à l'arrêt. Je suis maire d'une commune de 440 habitants, avec des enjeux à la fois ruraux et littoraux, donc une élue pragmatique, une élue de proximité. Je veux être cette élue de proximité pour tous, pour et au service du territoire. Je souhaite rassembler et porter cette ambition avec vous tous. Je n'ai pas organisé les vice-présidences, car je veux laisser se jouer le jeu démocratique et être à l'écoute de vos aspirations. Je travaillerai sans réserve et dans le plus grand consensus avec tous ceux que notre Assemblée choisira aujourd'hui.
Je vous remercie pour votre attention. J'appelle M. Huette. Mes chers collègues, la création d'une communauté d'agglomération ou, de manière générale, d'un établissement public de coopération intercommunale repose sur 3 objectifs fondamentaux et complémentaires. Premièrement, la mise en œuvre d'une véritable solidarité et d'une équité entre les territoires diversifiés qui la composent. Deuxièmement, l'exercice d'une gouvernance très partagée, au sein de laquelle chaque élu, quelle que soit la taille de la commune qu'il représente, doit avoir toute sa place. Troisièmement, la réalisation d'investissements nécessaires à la vie quotidienne des habitants, investissements que les communes ne peuvent réaliser de manière isolée. Force est de constater que depuis 2017, aucun de ces 3 objectifs n'a été atteint. En vous présentant ma candidature à la présidence de notre communauté d'agglomération, je prends 4 engagements dont je ne vous propose pas seulement de vérifier la réalisation ou l'effectivité dans les prochains mois, mais que je vous propose de mettre en œuvre collectivement dès l'installation du conseil communautaire. Le premier engagement consiste à garantir un réel équilibre et une réelle équité entre les différents territoires de notre communauté et les 95 communes qui la composent. Le deuxième engagement est de réformer notre gouvernance et les conditions de fonctionnement de la communauté d'agglomération. Chaque territoire, chaque commune doit y trouver toute sa place et y prendre toute sa part. Cela passe par une nouvelle répartition des compétences entre les communes et la communauté, en appliquant le principe de subsidiarité qui implique qu'une compétence ne soit transférée à la communauté d'agglomération que si, pour des raisons objectives, elle ne peut être assumée par l'échelon communal. Il convient de rendre à la commune, aux maires et aux conseillers municipaux, les compétences de proximité qu'ils sont les mieux à même d'exercer, avec, en tant que de besoin, l'aide de la communauté d'agglomération grâce à la mutualisation. Cela passe également par une réforme des pôles territoriaux aujourd'hui inefficaces. Cela passe enfin par des mesures juridiques et administratives, mais aussi et surtout par l'instauration de nouvelles relations entre les élus, afin que le conseil communautaire ne soit plus une simple chambre d'enregistrement. Le troisième engagement consiste à assurer à chaque élu un triple pouvoir d'initiative, de décision et de contrôle. Le quatrième engagement consiste à définir, au terme d'une vraie concertation, les priorités de notre communauté et les moyens humains et financiers nécessaires à leur réalisation. Je vous propose donc, mes chers collègues, une organisation rénovée de notre communauté et de nouvelles méthodes de travail plus respectueuses de chacune et de chacun d'entre vous. Sur ces bases, nous pourrons assurer le développement économique de notre territoire et mettre en place les équipements et les services nécessaires à la population. Je pense notamment à la présence médicale, dont la crise sanitaire a montré qu'elle devait être renforcée sur notre territoire par la création de maisons de santé et par le recours à la télémédecine. Nous pourrons également mener une politique d'aménagement du territoire, matériel et numérique,
une politique en faveur du logement et une action orientée vers la préservation de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous pourrons aussi aider les jeunes de notre territoire à s'insérer dans la vie professionnelle et dans la vie sociale. Je ne cite volontairement que quelques axes possibles de travail, car, comme je vous l'ai indiqué, je vous propose que notre projet soit non pas le fait imposé par quelques-uns, mais au contraire le fruit d'une véritable concertation et d'une réelle participation de chacune et de chacun d'entre vous, sans qu'il y ait eu lieu, de ma part, à une quelconque répartition des responsabilités avant cette séance d'installation. Chaque femme, chaque homme de cette Assemblée a vocation à exercer ses responsabilités et les vice-présidents qui seront élus par vous tout à l'heure seront des présidents de plein exercice, des vice-présidents de plein exercice. Enfin, ma candidature s'inscrit dans une logique de non-cumul qui me permettra de me consacrer exclusivement à la gestion de la communauté d'agglomération et d'agir en toute neutralité et en toute indépendance. Donc, je pense que maintenant, nous allons passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a lieu de rappeler le fonctionnement? Non, c'est bon? Ouais. Pour l'élection, vous devez taper le numéro du candidat que vous choisissez. C'est-à-dire, pour Madame Renorine, 23, pour Monsieur Huette, 64, et pour Monsieur David Nicolas, 93. Abstention, je rappelle, 777. Blanc, 999. Je crois que tout le monde a voté. Alors, les résultats, vous m'aidez. Je crois que M. David Nicolas, je ne me trompe pas, c'est 62. Madame Renorine, 54. Guénaël 8, M. Juquin 2. La majorité n'est pas obtenue, non? La majorité est de 64, hein, c'est ça? 65, oui, 64 plus 1. Donc nous allons recommencer le vote une deuxième fois. Monsieur Vez veut prendre la parole?
Donc je dois vous poser la question si les candidats se représentent, si les 3 candidats se représentent. C'est Nicolas. Ok. Monsieur Met, devant le micro. Je retire ma candidature pour ce second tour et apporte mon soutien à Madame Catherine Honorine. Madame Honorine, devant le micro. Madame Honorine maintient sa candidature. Donc nous avons 2 candidats. Madame Honorine et Monsieur David Nicolas. Donc on revote. Attendez, il y a quelqu'un qui prend la parole. Monsieur Juquin, je crois. Oui, alors rassurez-vous, je ne suis pas candidat, mais j'ai vu que mon nom était apparu 2 fois. Donc les personnes qui ont voté pour moi, je les remercie beaucoup. Et je les invite à voter pour David Nicolas. Bien, tout le monde a voté. Alors, le nombre de voix, s'il vous plaît, je vois mal, 87, 67, Madame Bélorine, 59. Donc, Madame Nicolas, bien. Bien, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours un moment très particulier lorsqu'on recueille un vote favorable à l'occasion d'un scrutin comme celui-ci. C'est très différent d'un scrutin municipal, et peut-être qu'on se passer par là, parce que là, finalement, c'est une sorte de vote de confiance qui est accordé par des pairs. Je pense que nous sommes tous maires ou élus municipaux dans cette salle. Et le fait de pouvoir se dire que une majorité de collègues vous fait confiance pour piloter un navire comme celui-ci, c'est quelque chose d'assez fort, assez intense. Excusez-moi si je ne manifeste pas plus de joie que ça, mais très honnêtement, c'est vraiment le sens des responsabilités là, qui nous apparaît dans un moment comme celui-ci. Alors bien évidemment, j'ai pris acte des propos à la fois de Guénadouette et de Catherine Honorine, et bien évidemment, j'aurai l'occasion de m'entretenir avec eux s'ils le souhaitent, bien évidemment, sur la façon dont nous pouvons tous, en effet, améliorer le fonctionnement de notre communauté d'agglomération. Des choses ont été dites qui me semblent particulièrement importantes. C'est cette relation entre communes rurales et communes plus urbaines. Cela dit, il va falloir que nous ouvrions les yeux aussi sur la réalité de notre territoire. Est-ce qu'on peut vraiment opposer une commune comme Bucé, Saint-Hilaire, Mortain à nos communes rurales, auxquelles nous sommes de toute façon confrontés quotidiennement? La ruralité dans nos gènes, que l'on soit à Manche, à Mortain, Saint-Hilaire ou à Gatineau, ou même Collège-Marchis. Donc moi, ce que je souhaite, c'est qu'on dépasse nos différences. J'en parlais il y a très peu de temps avec un maire d'une commune littérale, qui se reconnaîtra dans mes propos.
qui me disait mais finalement il y a autant de différences entre une commune littorale et une commune rurale du Mortagne. Nous avons tous nos différences, nous avons tous nos spécificités, c'est ça qui fait notre chance et notre ADN, je serais chanté de dire. Donc, comme j'ai pu le dire dans mon propos introductif de candidature, je pense que c'est dans la fédération, la capacité que nous allons avoir fédéré nos communes autour de projets, autour de la structuration de notre fonctionnement au quotidien, que nous allons pouvoir faire germer le sentiment communautaire. Je rappellerai aussi qu'en 2017, le 7 janvier 2017, lorsque nous avons installé notre conseil communautaire, nous étions tous issus d'une fusion de 5 EPCI. Aujourd'hui, on ne parle plus de fusion, nous sommes ensemble. Nous sommes dans ce grand navire, Mont-Saint-Michel-Normandie, et c'est à nous de le faire voguer dans la bonne direction. C'est vraiment là-dessus que j'insisterai, que nous prendrons le temps de travailler tous ensemble au cours de ces années qui viennent. Vous savez que de grands défis nous attendent, on a parlé de développement durable, ça fera partie des choses aussi que nous aurons à traiter dans le détail, notamment notre capacité à intégrer, à attirer de nouvelles populations, car on le voit bien ici et là dans nos campagnes, beaucoup de gens font le choix de s'installer en délaissant les villes. Quand je vois la quantité assez effrayante d'habitat rural que nous laissons tomber en ruine parce que nos documents d'urbanisme ne nous autorisent plus à les rénover, eh bien, je pense que nous avons un vrai sujet, et là encore une fois, c'est un sujet totalement transversal, nous aurons l'occasion d'en parler. Quoi qu'il en soit, dans quelques minutes, nous allons procéder à l'installation de l'ensemble du bureau avec l'élection de vice-président et de vice-présidente. J'y tiens, tout comme Catherine, je serai très vigilant à ce que les femmes prennent une place importante. La parité, c'est un rêve, c'est un souhait, mais je pense que, vu le ratio hommes-femmes que nous avons dans notre assemblée, ce sera difficile de l'atteindre. Je le rappelle, 92 hommes pour 37 femmes, au moins respectant la proportionnalité de la présence féminine. Je propose, et c'est un vœu pieux, bien évidemment, puisque c'est vous qui aurez la main sur votre boîtier, que nous ayons au moins 5 vice-présidentes, et peut-être plus, dans notre bureau. Et puis je le rappelle, mon souhait c'est d'avoir, comme nous l'avions dans le précédent mandat, des délégations. C'est-à-dire que nous choisirons, ce ne sera pas simplement le président, mais nous choisirons à l'échelle du bureau des collègues communautaires parmi vous qui pourront obtenir des délégations qui seront en fait des missions qui leur seront confiées sur des sujets bien particuliers. Et ce sera aussi une façon de travailler la représentativité territoriale et aussi la présence féminine dans nos instances délibératives ou nos instances de dialogue, notamment au sein de ce comité d'orientation qui, à mon sens, a plutôt bien fonctionné au cours des 3 années échues. Donc, 15 vice-présidents et 15 vice-présidents et vice-présidentes avec des délégations, je vous rappelle, alors je donne un ordre un peu arbitraire: finances et commandes publiques, culture, santé, politique de l'eau, jeunesse, déchets et gestion des ordures ménagères, ressources humaines, mutualisation, transition écologique, mobilité et habitat, services à la personne, urbanisme, patrimoine communautaire, tourisme, économie et communication. Je sais parmi vous, et je m'adresse plutôt aux élus sortants, que certains ont le souhait tout à fait légitime de prolonger le travail qui a été engagé. Et je l'invite évidemment à ce qu'il se présente. Et puis, je sais aussi qu'il y aura de nouveaux visages à apparaître, et c'est une très bonne chose. Visages connus, moins connus, anciens élus, nouveaux élus. Et comme mes deux concurrents l'ont dit, je pense qu'il faut que cette élection reste un moment démocratique où chacun a l'opportunité de s'exprimer, de dire sa vision de notre EPCI et d'exprimer aussi quelles sont ses appétences, ses souhaits en termes d'investissement personnel. Voilà, néanmoins, avant de passer à l'élection du premier vice-président, je souhaiterais une suspension de séance, voilà, pour qu'on marque une pause et qu'on puisse échanger entre nous, notamment avec mes collègues, notamment David Juquin, avec lequel nous avons mené cette rapide campagne, de façon à voir comment nous allons procéder. Voilà, je vous propose de faire une pause de 10 minutes, 15 minutes, grand maximum, et de nous retrouver avec masque, bien évidemment. Donc je vous propose de nous retrouver à 16h si cela vous convient. Je vous remercie.